Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Ce matin, nous nous intéressons à l'évolution des relations entre le Maroc et ses partenaires du continent. Des relations qui ont connu un développement fulgurant sur tous les plans et dont le point d'orgue a été le retour du Maroc à l'Union africaine en 2017. Depuis, les rapports se sont davantage raffermis, contrairement à ce que beaucoup craignaient. Alors, dans ce contexte, comment passer à un nouveau palier dans ces relations datant de plus d'un millénaire avec certains pays? C'est ce que nous allons voir avec notre invité du jour. Il s'agit de Abou Arabi Yousra, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, professeur, avant tout, quel bilan pouvez-vous faire de la diplomatie marocaine en Afrique en 2020? Merci déjà de m'avoir invité. Eh bien, l'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour la diplomatie marocaine, mais elle a permis de démontrer une chose, que le Maroc est véritablement engagé dans la coopération sud-sud à travers sa diplomatie humanitaire. En pleine période de crise et dans un contexte de fermeture frontalière, il faut le rappeler, l'Agence marocaine de coopération internationale a su organiser l'envoi de convois humanitaires chargés de médicaments, de matériel médical et de produits divers à plus d'une quinzaine de pays africains, parmi lesquels le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, le Malawi, la Tanzanie, le Sénégal, le Tchad et la Zambie, peut-être que j'en oublie d'autres. Et par conséquent, la diplomatie humanitaire du Maroc est clairement en train de s'enrichir d'une dimension sanitaire. Au-delà des convois, il est fort possible de voir émerger dans les années futures une coopération sanitaire et industrielle en matière de recherche et de développement. Cette année, il y a eu aussi plusieurs conflits sécuritaires qu'il fallait continuer de régler, à l'instar des conflits libyens et maliens. Et là encore, l'implication du Maroc dans un processus de médiation dans ces deux pays démontre deux choses. Tout d'abord, que l'africanisation de la diplomatie de la paix est possible, elle est faisable, elle est voulue et elle est voulue politiquement. Et aussi, le fait que ces efforts aient été poursuivis en temps de crise montre aussi l'attachement particulier du Maroc à la dimension sécuritaire de sa diplomatie. Enfin, en pleine période de crise, le ministère des Affaires étrangères a tout de même poursuivi sa coopération pour l'ouverture de consulats africains à Laayoune et Dakhla, un acte diplomatique fort qui signifie que ces pays reconnaissent le Sahara marocain. Et si on regarde un petit peu cette liste, on voit tout de même que cette année, pourtant, avec toutes les difficultés qu'elle imposait, depuis janvier 2020, plusieurs pays ont ouvert un consulat. La Gambie, puis le Gabon, puis la République de Sao Tomé et Principe, puis la République centrafricaine, puis la Côte d'Ivoire, puis Djibouti, la République de Djibouti, puis le Burundi, le Libéria en mars, puis en octobre-novembre, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, Eswatini, la République de Zambie, alors, et peut-être que j'en oublie d'autres, et tout cela a été mis en œuvre, il faut le rappeler, dans un contexte de confinement à l'échelle nationale, de fermeture des frontières à l'échelle internationale, sans oublier que la crise sanitaire a affecté de nombreuses personnes physiquement ou psychologiquement, ce qui clairement ne permettait pas de fonctionner normalement. Donc, à vous entendre parler, la diplomatie a bel et bien fonctionné malgré donc les obstacles sanitaires. Cela dit, en dehors de l'année 2020, quel bilan feriez-vous de ces 2 dernières décennies durant lesquelles, comme je le disais tout à l'heure, on a senti un développement fulgurant des relations entre le Maroc et les pays partenaires africains et dont le point d'orgue a été le retour du Maroc à l'Union africaine en janvier 2017? Oui, alors ces 20 dernières années, et c'est peut-être effectivement bienvenu de faire un bilan, on est en décembre 2020, le Maroc a véritablement réussi à mettre son développement interne au service d'une politique de coopération africaine et affirmer cette africanité dans son espace de projection comme dans son identité propre. Si on devait retracer un petit peu les différentes phases de cette diplomatie ou en essayer de déterminer les contours,
On dira que la première phase de cette diplomatie africaine, conduite sous le règne du roi Mohamed VI, s'est construite en premier lieu par une diplomatie bilatérale, multisectorielle, à travers des nombreuses visites d'État dans différents pays du continent. Et la prééminence royale sur la politique étrangère a joué un rôle central dans ce processus, puisque ces visites ont d'autant plus conforté les échanges par l'encadrement et le suivi de la préparation de dizaines de nouveaux partenariats publics-privés et privés. La pérennité de ces accords reposait effectivement sur cette caution apportée par notre roi et l'entretien de liens à haut niveau avec les chefs d'État africains. Plus généralement, cette diplomatie bilatérale, elle a présenté l'avantage de pouvoir sectoriser la coopération à la mesure des moyens et des objectifs du Maroc, et aussi en fonction du degré d'entente et de l'évolution de cette entente partagée avec chaque État. Et donc, elle a constitué dans cette première phase, dans ce contexte, une forme de diplomatie sur mesure. Si bien qu'en l'espace d'une décennie, la première décennie, le Royaume était déjà le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, le deuxième investisseur africain sur le continent, tandis que si on étudie la chronologie des visites, des accords et des conventions signées avec les pays d'Afrique de l'Ouest et d'autres pays continentaux, eh bien, ces accords attestent d'un effort de coopération soutenu. Alors, on remarque après que cette approche, la particularité de cette approche marocaine bilatérale, elle constituait non pas dans une spécialisation de la diplomatie dans un domaine particulier, mais dans une forme d'utilisation extensive des domaines de la diplomatie, humanitaire, économique, culturelle, religieuse, etc. Donc cela nous conduit en fait justement à parler de la stratégie, de l'approche marocaine. En fait, comment jugez-vous cette approche marocaine justement sur le continent ? Eh bien, justement, elle est extensive et elle est pensée comme un dispositif, un système qui est assez remarquable, puisque le MAE, le ministère des Affaires étrangères et de coopération internationale, a été modernisé, davantage professionnalisé. Le nombre d'ambassades et de consulats en Afrique s'est démultiplié, les lignes aériennes se sont étendues, de même que les possibilités d'échange. Au final, plusieurs États ont soutenu officiellement la marocanité du Sahara et progressivement, on a vu émerger une identité de rôle du Maroc. Une identité de rôle qu'il a projetée à l'échelle internationale et qui a reposé sur cette expression très utilisée à l'échelle marocaine qui est l'expression de juste milieu. Alors cette expression, elle a une origine à la fois philosophique et religieuse, mais elle revêt désormais une définition diplomatique, celle de jouer un rôle de pont dans la coopération et les conflits avec modération. La diplomatie trilatérale ou triangulaire, la coopération sud-sud ou encore la médiation dans les conflits ou même la diplomatie de sécurité religieuse du Maroc en Afrique qui repose sur la formation des imams, le soutien apporté aux confréries qui peuvent participer à la lutte contre l'extrémisme religieux, eh bien tout cela atteste véritablement d'une projection d'une identité de rôle. Et puis ensuite, il y a eu cette troisième phase de régionalisation progressive, autrement dit de multilatéralisation, si vous voulez. Donc le Maroc a commencé par organiser plusieurs forums internationaux et multilatéraux en Afrique, qui ne faisaient pas encore partie de l'UA. Il a aussi intégré des organisations régionales en tant que membre permanent ou en tant que membre observateur, à l'exemple de la CENSAD en 2001, la CEDEAO en tant que membre observateur en 2005, puis il a demandé une adhésion en 2018, la CEAC en tant que membre observateur en 2014, etc. Donc des organisations qui recouvrent l'espace de coopération du Maroc. Et tout cela a convergé progressivement vers ce que vous avez dit tout à l'heure, la consécration du multilatéralisme par le retour du Maroc à l'Union africaine. Justement aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette coopération multilatérale? Alors, il y en a plusieurs. L'Union africaine, depuis le retour du Maroc, rassemble désormais le dernier État qui n'en faisait pas partie de l'Afrique et a d'ailleurs aussi décidé de reléguer le règlement de la question du Sahara marocain à l'ONU. Et à ce titre, étant maintenant complète, elle peut légitimement revendiquer un rôle d'organisation politique continentale. Et si on compare par exemple à l'Union européenne, tous les États européens ne font pas partie de l'organisation. Certains n'ont pas été autorisés à être admis, d'autres ont fait le choix d'en sortir ou de rester neutres. Alors que la force première de l'Union africaine réside bien aussi dans cette dimension. Elle s'est d'abord construite politiquement avant de vouloir se déployer économiquement et ambitionne de défendre les intérêts de l'Afrique en tant qu'ensemble à l'échelle internationale. Par conséquent, les perspectives de coopération multilatérale du Maroc avec l'Afrique, elles sont
multisectorielles. Elles vont concerner déjà tous les domaines sur lesquels le Maroc agit bilatéralement, d'autant plus que le contexte est favorable du fait que l'UA est en train de se développer. Alors par contre, l'UA, il faut rappeler qu'elle est aussi dépendante à près de 70% de financement étranger et elle doit s'efforcer de devenir indépendante financièrement. La réforme qui avait été initiée au sein de l'organisation comprenait notamment des projets pour faire en sorte d'autonomiser financièrement, comme la taxe Kaberuka qui a été énorme, qui n'a pas fait l'unanimité, mais aussi d'autres choses qui ont été débattues. Certaines sont envisagées à plus long terme, mais on peut déjà percevoir qu'il y a une volonté très forte de renforcer l'autonomisation. On le voit par exemple à travers la ZLECA, renforcer l'intégration économique par le développement d'une zone de libre-échange. Effectivement, c'est des points très importants. Oui. Il y a un autre aussi qui ne l'est pas moins, c'est celui de la migration. On sait que le Maroc abrite l'Observatoire africain de la migration. Donc, en termes de migration, quelles sont les perspectives de coopération? Alors, la facilitation de la mobilité humaine, d'ailleurs, on venait d'évoquer la ZLECA, devrait aussi accompagner le projet de la ZLECA. L'orientation de nos institutions à l'échelle africaine est d'abord celle d'une libéralisation économique, mais celle-ci doit être aussi politique. Au sein de l'Union africaine, il y a deux programmes qui prennent en charge les questions migratoires. Le département des affaires sociales qui est en charge la responsabilité du cadre de politique migratoire, le MPFA, Migration Policy Framework for Africa, et le département des affaires politiques qui est en charge le dossier du passeport africain. Alors ces deux projets promeuvent la libéralisation de la circulation, mais ne sont pas des cadres juridiquement contraignants. Et c'est pour ça que aussi, parmi d'autres choses, que l'UA a décidé de désigner le Maroc comme champion de la migration et décidé la création d'un observatoire africain des migrations qui siège à Rabat. Le Maroc est désormais responsable de proposer une feuille de route pour concrétiser et améliorer les normes promues par l'Union en matière migratoire. Les données recueillies par l'Observatoire pourraient servir adéquatoire à désécuritiser le débat migratoire et l'appréhender avec un regard africain. Et le Maroc est bien placé pour revêtir ce rôle puisque sa nouvelle politique migratoire promue par le roi Mohamed VI et mise en œuvre depuis 2013 est l'une des plus inclusives de la région. Le gouvernement a facilité l'accueil et la régularisation de nombreux migrants et évidemment, il faut le dire, le défi de l'intégration de ces migrants et l'élargissement de la régularisation reste à relever. Mais il convient de souligner que cette politique migratoire, elle est globalement accueillante, que les discours royaux sur ce sujet rappellent bien que la migration ne devrait pas être considérée exhaustivement sous l'angle sécuritaire et qu'au contraire, elle constitue un facteur de développement. Donc il s'agit là d'une opportunité pour le Maroc de jouer un rôle normatif au sein de l'UA pour parfaire cette politique migratoire continentale et favoriser la mobilité humaine. Et ceci devrait se faire, de mon point de vue, parallèlement au développement de la ZLECA. D'accord. Alors, un dernier point qui est aussi très important, c'est la coopération sanitaire. Dans ce domaine, quelles sont les perspectives qui se dégagent selon vous? Alors, il convient de rappeler que la crise du Covid, à l'instar de nombreuses autres épidémies, a des origines environnementales. On ne le dit pas assez. La destruction de la biodiversité et la chasse des animaux sauvages peut provoquer la zoonose, à savoir la transmission du virus à l'animal de l'animal à l'homme. Et déjà, plusieurs études scientifiques démontrent que près de 75% des maladies infectieuses avaient une origine zoonotique. Et souvent, plusieurs espèces sont impliquées. Le lien entre santé et environnement demeure néanmoins très difficile à mesurer car ce dernier forme la plupart des cas une cause indirecte qui requiert non seulement une recherche approfondie, mais aussi un plaidoyer très solide face à des communautés d'acteurs qui sont puissantes et qui sont bien armées. Je pense que le rôle des États, dont le Maroc, dont les États africains, dans le cadre d'une coopération sanitaire africaine, est de prévenir aussi les virus en s'attaquant aux causes profondes, et notamment, dans ce cas précis, aux causes environnementales. C'est pourquoi il me paraît essentiel d'y accorder plus d'importance, en commençant par l'intégration des enjeux environnementaux dans les plans de relance économique. C'est déjà le cas dans de nombreux pays européens.
Plus généralement, en matière de coopération multilatérale, il convient de rappeler aussi que la crise du Covid, elle accompagne une transition dans le champ des études de la santé qui est en train de passer d'une vision purement hygiéniste à une vision environnementaliste et aussi d'une approche locale à une approche beaucoup plus globale. Alors concrètement, cela reviendra à traiter les maladies, pas simplement en imposant des mesures sanitaires directes, mais aussi en luttant contre les facteurs environnementaux à l'origine de sa transmission, y compris dans les pays lointains. Et c'est pour lutter ça, donc contre les facteurs de transmission dans l'environnement. Donc je pense que ce sera le mot de la fin. Malheureusement, on est rattrapé par le temps. Oui. Professeur Abourabi Yousra, je rappelle que vous êtes donc enseignant en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medieun.tv.com. Très bonne suite de programmes sur Medieun TV et très bonne journée à vous.